Ceci. Voilà, merci. D'accord. Donc, bonjour et bienvenue à tous pour cette séance consacrée à la révision stratégique de la BCE et plus précisément aux annonces qui ont été faites il y a quelques jours, le 8 juillet, par Christine Lagarde. Donc, nous allons parler, comme vous savez, si vous connaissez l'Institut Veblen, vous savez qu'on suit ce sujet depuis le début, notamment le volet climatique. Et ça, l'action climatique sera évoquée aujourd'hui aussi, mais nous allons élargir quand même le périmètre et faire un tour d'horizon de ce qui a été annoncé ou proposé par Christine Lagarde, puisqu'elle parlait aussi de l'indice des prix, des cibles d'inflation et d'autres sujets. Donc, le format Veblen Débrief, c'est un format court où nous allons en gros 1 heure pour présenter un peu factuellement les décisions et les commenter. Et pour les commenter, à la fois pour présenter, pour expliquer ce qui a été dit et pour commenter, nous avons avec nous 2 économistes. Jésabel Coupé-Sobran, qui est notre collègue à l'Institut Veblen, puisqu'elle est notre conseillère scientifique, et qui est également maîtresse de conférence à Paris 1, et Christophe Blotz, qui est directeur adjoint au département analyse et prévision à l'OFCE. Et donc, je vous remercie à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Et je propose que je ne veux pas faire d'introduction longue. J'ai déjà mentionné quelques propositions, enfin quelques sujets, les principaux sujets qui ont été débattus. Et je propose que chacun de vous présente et commente brièvement en 5-10 minutes max chacun les points les plus importants. Ensuite, quand on garde un temps d'échange, je me permettrai aussi peut-être de vous couper de temps en temps la parole pour apporter une précision. Et j'invite aussi ceux qui nous écoutent à poser leurs questions ou faire des commentaires via la fonction questions-réponses du Zoom. Donc, si j'ai bien compris, Christophe, c'est vous qui commencez. Oui, d'accord, pas de souci. Bah, écoutez, merci beaucoup de cette proposition, cette invitation à débattre de cette revue stratégique de la Banque centrale européenne. Donc, je vais essayer de faire une petite présentation, 5-10 minutes, un peu des points qui me semblent assez importants, peut-être en reparlant un peu des différentes décisions qui ont été prises, quelles peuvent être les incidences assez rapidement, et puis éventuellement, pour ouvrir un peu la suite du débat sur les alternatives, les autres options qui auraient pu être choisies par la Banque centrale européenne. Alors peut-être que pour commencer, et de le dire un peu de façon schématique et peut-être un peu provocante, c'est quoi la revue de stratégie de la politique monétaire? C'est une décision que la Banque centrale prend de façon très épisodique. C'est la deuxième fois depuis un peu plus de 20 ans d'existence de la Banque centrale européenne. Et globalement, en fait, c'est une décision dans laquelle ça revient un peu à changer quelques virgules dans un peu la communication des banques centrales sur ce qu'elles souhaitent faire ou ce qu'elles entendent faire de leur mandat, qui est défini par le traité de Maastricht, il faut le rappeler. Donc lui, le mandat, il est inchangé. D'accord. Donc c'est des petits points assez marginaux qui sont changés de façon vraiment très rare, mais qui quand même envoient des signaux qui sont relativement intéressants. Alors c'est pas une révolution, hein, pas du tout, mais voilà, qui marquent un peu les quelques changements ou évolutions progressives que fait la Banque centrale européenne ou que font les banques centrales, parce qu'il faut aussi rappeler que là, c'est la BCE qui a fait son annonce, mais il y a un peu moins d'1 an, la Réserve fédérale aux États-Unis faisait aussi une revue de stratégie de politique monétaire. D'autres banques centrales l'ont fait aussi assez récemment. Donc, il y a un peu une évolution dans le monde des banquiers centraux sur ce que doit être la politique monétaire et la façon dont elle compte satisfaire leur objectif principal, qui est celui de stabilité des prix au sein de la Banque centrale européenne. Alors, quels sont un peu les éléments principaux? Moi, j'en vois 4. Enfin, il y a 4 éléments uniquement qui sont dans le communiqué de la Banque centrale. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, il y a la question de la valeur de la cible d'inflation qui devient une cible à 2%. Cette fois-ci, alors qu'avant, c'était proche de 2%, mais légèrement inférieur à 2%. Donc aujourd'hui, c'est un chiffre précis, 2%, avec également la mention d'une symétrie autour de cette cible, c'est-à-dire que la Banque centrale européenne s'inquiéterait autant d'une inflation inférieure à 2% que d'une inflation supérieure à 2%. Alors s'inquiéterait, ça veut dire qu'elle est censée modifier sa politique monétaire quand elle pense qu'à moyen terme, l'inflation sera
durablement au-dessus de 2% ou durablement en dessous de 2%. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, un deuxième point qui est fondamental, sur lequel la Banque centrale a des marges de manœuvre importantes, qui est de celui c'est quoi la cible? On a dit c'est l'inflation, mais en fait, l'inflation, c'est une notion qui nécessite d'être mesurée. Il y a des façons assez différentes de mesurer l'inflation. Et donc, ce qu'elle dit, la Banque centrale européenne, c'est que ça cible, la façon dont elle mesure l'inflation, ça sera toujours la même chose, c'est-à-dire l'indice des prix harmonisé au sein de la zone euro, mais dans lequel elle va essayer d'intégrer progressivement le coût du logement. Je reviendrai peut-être un peu sur les implications de ce point-là après. Il y a un troisième point qui est ensuite, donc elle définit une cible, elle dit quelle est la valeur qui est ciblée, c'est-à-dire comment on la mesure, cette variable. Et puis ensuite, dans la stratégie, il y a quelque chose d'assez fondamental depuis le début, c'est quels sont les outils ou quelle est la façon dont elle pense atteindre cette cible. Donc, dans les outils, jusqu'ici, la Banque centrale, enfin jusqu'en 2008-2009, la Banque centrale avait un seul outil qui était le taux d'intérêt. Ce que dit la BCE aujourd'hui, c'est que le taux d'intérêt directeur sera toujours l'outil principal de politique monétaire, mais elle intègre quelque chose qui est maintenant un fait depuis un peu plus de 10 ans, qui est l'utilisation d'outils de politique monétaire non conventionnels qui pourront être utilisés dans des circonstances qui lui semblent toujours être exceptionnelles. Alors, ce n'est pas totalement neutre comme phrase parce que il y a un débat au sein des économistes sur potentiellement une utilisation pérenne d'un certain nombre d'outils de politique monétaire non conventionnels. Donc, c'est un débat éventuellement sur lequel on pourra revenir. Ce qu'elle dit ici, c'est qu'a priori, une fois qu'on est sorti des conditions exceptionnelles, des conditions de crise que l'on connaît depuis 2009, je ne sais pas si on arrivera à vraiment en sortir, mais bon, supposons que ce soit possible. Dans ce cas-là, elle reviendra à une politique monétaire assez standard dans laquelle c'est le taux d'intérêt qui est le principal instrument de ces décisions. L'autre volet qui est assez intéressant, me semble-t-il, c'est que depuis le début, en fait, la BCE a une stratégie qui s'appuie sur deux piliers. Alors, c'est quoi ces deux piliers? C'est en fait, elle nous explique comment elle va appréhender sa situation macroéconomique et financière de la zone euro pour prendre ses décisions. Et donc, en gros, si vous regardez les communiqués de la Banque centrale européenne, alors aujourd'hui, ils sont un peu plus étoffés parce qu'il y a des tas de choses sur le non conventionnel, etc. Mais dès le début, souvent, en fait, elle donnait sa décision. Voilà quelle est la décision qui a été prise. On a monté les taux, on a laissé les taux stables ou on les a baissés. Et ensuite, elle justifiait pourquoi elle avait pris cette décision. Pour justifier pourquoi elle avait pris cette décision, elle s'appuyait sur deux axes, ce qu'elle appelle les deux piliers. Un axe économique et un axe dit monétaire. D'accord ? Au départ, en 1999, l'axe monétaire était le premier axe. D'une certaine façon, elle disait, en fait, je vais m'appuyer, je vais avoir une valeur de référence de l'évolution d'un agrégat monétaire, de la quantité de monnaie M3. Et voilà, donc ça va former mon premier axe, même si elle se gardait de bien dire qu'il y avait une forme de règle automatique quand on était plus ou moins au-dessus de cette valeur de référence. En 2003, quand elle a fait sa première révision de stratégie, elle a inversé ses piliers, mais elle n'a pas modifié la formulation de ces piliers. Aujourd'hui, en fait, elle a un peu modifié la formulation de ce qu'elle appelle le pilier monétaire. Donc, le pilier monétaire est toujours le deuxième pilier, mais en fait, dans ce pilier monétaire, maintenant, elle lui donne une dimension un peu financière. C'est-à-dire qu'elle dit la stabilité des prix et la stabilité macroéconomique dans son ensemble n'est pas indépendante de la stabilité financière. Il y a des répercussions des facteurs, des évolutions financières sur la stabilité macroéconomique et donc sur son objectif. Et donc, elle va apprécier finalement, elle va essayer de modifier sa politique monétaire, éventuellement à l'aune de tensions financières, de crises financières qui pourraient affecter sa capacité à atteindre son objectif. Donc, c'est important parce que vraiment, cette reformulation, pour moi, elle démarque un peu aussi un changement finalement d'une vision un peu monétariste qu'on pouvait donner à la Banque centrale européenne à son origine. Christophe, mais du coup, elle s'inscrit dans la continuité de ce qui a été, enfin, d'une prise en compte de la stabilité financière par la BCE en général. C'est un peu le contexte qu'il faut voir. Il y avait quelques discours un peu dans ce sens-là où elle disait, en fait, notre pilier, elle expose finalement, elle redisait, mais vous savez, notre pilier monétaire, on peut aussi le voir comme une surveillance du crédit. Et donc, la surveillance du crédit, c'est un peu une façon de tenir compte de la stabilité financière. Moi, je n'ai jamais été très convaincu par cette forme de justification ex post. Aujourd'hui, c'est inscrit dans la stratégie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle met la stabilité financière dans ses préoccupations de façon, oui, assez évidente, mais ça, je pense que c'était difficile de ne pas en tenir compte. Voilà, aujourd'hui, elle le met aussi un peu dans sa stratégie et en le définissant un peu autrement. Et du coup, potentiellement, pour moi, ça peut prendre peut-être un peu plus de sens, même si
Tous ces éléments-là posent ensuite la question de, en pratique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va changer fondamentalement. C'est peut-être pas sûr que ça change énormément les choses. Et puis, effectivement, le dernier point, c'est la prise en compte des enjeux climatiques alors, non pas ici nécessairement dans l'orientation de sa politique monétaire, savoir si la politique monétaire est un peu plus souple ou un peu plus restrictive, mais un peu dans tout ce qui est cadre opérationnel et dans tout ce qui est opération de politique monétaire, dans laquelle elle a des interactions avec les banques, notamment en fait, quand elle octroie des refinancements aux banques. En contrepartie, elle a des collatéraux et donc elle va essayer dans sa politique de collatéral d'intégrer des objectifs climatiques, mais pas uniquement dans les collatéraux, aussi dans son programme d'achat d'actifs privés, donc le CSPP, Corporate Sector Purchase Programme, dans lequel elle achète des obligations émises par des instituts privés. Donc là aussi, elle va essayer de tenir compte de ces enjeux. Donc voilà à peu près les 4 points. Alors effectivement, un point où potentiellement le plus rapide qui peut changer, c'est l'objectif d'inflation. C'est-à-dire que est-ce qu'en faisant cette annonce-là, est-ce qu'en disant aujourd'hui la cible d'inflation c'est 2%, plutôt que de dire c'est proche de 2 mais légèrement inférieur, est-ce que ça va un peu changer les anticipations d'inflation? Donc c'est quelque chose qu'il faudra peut-être mesurer un peu dans le temps. Je n'ai pas regardé des indicateurs haute fréquence pour voir si ça avait eu déjà un impact au moment de l'annonce. Il est probable que ça s'est pu jouer un petit peu, puisque vous savez qu'en fait, il y a beaucoup de travaux empiriques sur les décisions de politique monétaire qui consistent à essayer d'évaluer leur impact au moment où les annonces sont faites. Donc, on peut aussi regarder ça. Donc, bon, ça peut un peu jouer de façon assez, voilà, encore une fois, ce n'est pas une révolution non plus. La question de l'intégration du coût du logement, alors, comment il faut voir ce point-là? Aujourd'hui, en fait, dans l'indice des prix, donc il y a bien un indice qui représente le coût des loyers. Effectivement, on tient compte déjà un peu du coût du logement, mais uniquement en tenant compte du coût du loyer. Or, globalement, en fait, dans les différents pays, pour des raisons assez diverses et variées, il peut y avoir une déconnexion entre les loyers qui, on voit par exemple en France, il y a certains éléments d'encadrement de l'évolution de ces loyers, et il peut y avoir donc une déconnexion avec les prix immobiliers, et les prix immobiliers pour les propriétaires, pour les acheteurs, du coup, vont être plus représentatifs du coût de l'accès au logement. Alors, il ne s'agit pas de mettre le prix immobilier directement dans l'indice. C'est quand même un peu plus compliqué que ça. Derrière, c'est probablement aussi pour ça que c'est quelque chose avec lequel j'ai travaillé dans une banque centrale il y a quelques années de ça, et c'est déjà une question qui avait été posée au début des années 2000. Donc, pour vous dire que c'est quand même un sujet, c'est pas un sujet nouveau, mais c'est pas si évident que ça de tenir compte correctement un peu d'un indice du coût du logement. Il y a Mais du coup, qu'est-ce qu'on espère atteindre avec ça? On espère en fait tenir un peu plus compte du coût de la vie, c'est-à-dire que c'est un peu ce qui est censé représenter cet indice des prix, et avoir une valeur du coût de la vie qui ne tient pas compte du prix des logements pour un certain nombre de ménages qui sont des ménages propriétaires peut créer un certain nombre de biais. Alors j'ai vu il y a récemment en fait un petit encadré fait par la Banque centrale européenne sur voilà, si on faisait ça, qu'est-ce que ça changerait? Globalement, ça fait des écarts de 0,1, 0,2 points sur l'évolution de l'inflation. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose qui va… Si vous avez un boom immobilier comme celui de 2008-2009, pour autant, ça ne va pas se traduire par 10% dans l'indice qu'elle mesure. Donc, ça va aussi avoir des répercussions assez marginales parce que, en fait, dans le coût du logement, il y a effectivement le prix, mais quand vous êtes propriétaire, évidemment, ce logement vous fournit un certain nombre de services dont il faut tenir compte. D'accord, donc ça c'est un peu un point. Sur les piliers, j'ai déjà un peu évoqué ce point. Alors peut-être pour conclure et lancer un peu quelques pistes premières pistes de réflexion sur ce que ça m'inspire. Comme je le disais, hein, il ne faut pas avoir dans ces stratégies une révolution. Les banques centrales plutôt avancent lentement, et donc il y a une forme de conservatisme. Mais potentiellement, il y a des alternatives qui auraient pu être choisies ou d'autres façons de penser cette stratégie. Il y a un débat. Alors, vous voyez, par exemple, si on prend le cas de la Fed qui a fait sa revue il y a un an, la Fed, par exemple, a annoncé ce qu'on appelle Average Inflation Targeting. Donc, c'est l'idée d'un ciblage d'inflation en moyenne. Donc, ce que ne fait pas la BCE. Elle essaye de s'en approcher, mais sans utiliser le terme. Donc, et donc, ce que fait la Fed, c'est qu'elle dit c'est 2% en moyenne.
Donc 2% en moyenne, ça veut dire que, alors elle n'a pas défini l'horizon sur lequel elle calculait cette moyenne, mais 2% en moyenne, ça veut dire que si, vous voyez, aux États-Unis, depuis à peu près 2010, on doit être à peu près à 1,5% d'inflation. D'accord. Donc ça fait 10 ans que l'inflation aux États-Unis est en dessous de la cible que se fixe la Banque centrale américaine. Donc potentiellement, ça veut dire que dans les 10 prochaines années, la Fed pourrait tolérer une inflation de 2,5%. D'accord. Donc, et ça, c'est voilà, dans la mesure où c'est une moyenne, il y a une dimension un peu plus automatique. La Banque centrale européenne dit qu'il y a une forme de symétrie, donc on pourra tolérer une inflation légèrement supérieure à sa cible pendant une courte période, mais elle ne veut pas s'embarquer encore dans l'average inflation targeting. Dans les autres choix potentiellement aussi, il y a aussi les bornes, c'est-à-dire est-ce que je dis 2%, mais finalement je pourrais donner plus d'informations sur le fait que c'est 2%, mais je tolère une inflation entre 1,5 et 2,5, entre 1 et 3, ce que peuvent faire parfois certaines banques centrales, qui est un autre point. Un autre point sur lequel peut-être j'avais envie de rebondir, enfin 2 points avant de passer la parole à Isabelle. Le premier point, c'est qu'effectivement, la façon dont on mesure les prix, je vous l'ai dit, ce n'est pas neutre. Il y a différents types d'indices. Donc, nous, on mesure ça au sein de la Banque centrale européenne. Son indicateur, c'est l'indice des prix harmonisés, calculé par Eurostat. Aux États-Unis, c'est le déflateur de la consommation. C'est très technique, il peut y avoir des écarts, ce n'est pas fondamental, mais ça veut dire que cette définition-là, voilà, potentiellement, il y a débat. Dans la zone euro, un autre point qui peut éventuellement poser débat, c'est de dire que finalement, comme j'ai l'indice moyen dans la zone euro, de fait, cet indice, c'est à peu près 30% de l'indice allemand, 20% de l'indice français, un peu moins de l'indice italien, etc. Donc, ça donne un peu plus de poids. Or, un des problèmes, qui n'est pas forcément un problème clé aujourd'hui, mais qui a quand même été un problème assez fondamental de l'émergence de la crise financière, de la crise des dettes publiques, des dettes souveraines en zone euro, qui fondamentalement n'était pas une crise de dette, était une crise de divergence au sein des pays de la zone euro. Et donc, une façon potentiellement pour la Banque centrale de tenir compte de cette divergence aurait pu être d'essayer d'intégrer un peu cette hétérogénéité de l'évolution des taux d'inflation dans la définition de sa cible. Donc, ça, c'est un point qui est quand même assez clé, c'est-à-dire qu'il reste, comme on sait qu'il reste des hétérogénéités dans la zone euro, on sait que les divergences peuvent être un problème. La Banque centrale n'en parle pas du tout. Voilà, moi, il me semble que c'est quand même un point qui peut être assez important. Et donc, aujourd'hui, ce n'est absolument pas dans le débat de politique monétaire. Et puis, voilà, mon dernier point, c'est que sur les objectifs climatiques, je pense qu'on peut se féliciter effectivement que la Banque centrale tienne compte d'enjeux climatiques dans la définition de sa politique monétaire. Moi, fondamentalement, ça me pose quand même un certain nombre de questions, qui est dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est très bien, mais finalement, la BCE prend un certain nombre de décisions, et quelle est l'assise démocratique de ces décisions? Quelle est la légitimité politique de ces décisions? D'accord. Alors aujourd'hui, on peut trouver que c'est bien, mais si on trouvait que ce n'était pas bien, s'il se trouve que s'il y avait un consensus pour dire que ce n'est pas la bonne façon de faire ou qu'il y a d'autres enjeux plus prioritaires, du coup, finalement, ça serait pareil, quoi. La Banque centrale prend sa décision toute seule, elle dit je vais intégrer des objectifs climatiques, ce n'est pas neutre, ça a des impacts redistributifs importants. Alors, ce qu'elle faisait avant n'était pas plus neutre, hein, j'en conviens tout à fait, et je suis tout à fait d'accord, mais le problème, fondamentalement, c'est qu'il y a tout un cadre de politique monétaire, il y a tout un ensemble de choix, et notamment qui sont encore plus importants depuis que la Banque centrale fait du non conventionnel, qu'elle achète des actifs sur les marchés, qui ont des impacts redistributifs qui ne sont pas négligeables. Aujourd'hui, du coup, pour moi, la redistribution, c'est une dimension essentiellement politique et qui doit s'appuyer sur une majorité qui pense que c'est effectivement la bonne décision. D'accord. Alors, probablement qu'entre nous, on sera d'accord pour dire que c'est le cas aujourd'hui en tenant compte d'enjeux climatiques, mais il y a potentiellement d'autres enjeux qui sont assez importants du point de vue de la politique monétaire. Et du coup, pour moi, voilà, ça pose la question un peu de la légitimité démocratique d'un ensemble de décisions. Alors, on peut s'en féliciter quand elles nous arrangent, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une question qu'il ne faut pas se poser à un moment donné. Vous avez raison. Alors, sur ces tout derniers points, alors là, le débat, sans lancer encore le débat, mais je ne dirais pas forcément que c'est la BCE qui agit toute seule. Hein. Quand elle dit on va renforcer le reporting sur les impacts environnementaux des actifs financiers, elle s'appuie sur quoi? Elle s'appuie sur la taxonomie qui, elle, est préparée par la Commission européenne, donc par l'Union européenne. C'est-à-dire, en réalité, c'est l'émergence d'une certaine coordination. C'est vrai. Oui, c'est vrai.
Une autre Et façon de… Oui, la oui, je suis d'accord. légitimité vient de là. Mais laissons ça pour le… Et j'invite aussi au passage tous les participants ou bien à poser vos questions ou faire vos commentaires, ou bien s'il nous reste du temps, on peut, si certains voudraient intervenir de vive voix, et c'est également possible. Maintenant, Isabelle, alors Christophe va un peu faire le tour d'horizon, mais si tu peux commenter les Oui. points qui paraissent, notamment alors sur la cible d'inflation, qu'est-ce qu'on peut atteindre avec ça? Est-ce que ça a résolu, c'est une question un peu rhétorique, mais est-ce que ça a résolu les problèmes macroéconomiques qu'on connaît? Bon, mais je vais revenir un peu sur Ouais. sur les différents points. Je suis assez en phase hein, avec tout ce qu'a dit Christophe. Après, on pourra revenir plus en détail sur certains points. Déjà, première chose, tout à fait d'accord pour dire que les banques centrales sont des lieux de conservatisme. Et c'est même ce qu'on a demandé, au fond, aux banques centrales, et en particulier à la Banque centrale européenne, ces dernières décennies. On lui a demandé d'être une institution conservatrice, de s'attacher à la stabilité des prix. Et en fait, je dirais qu'il y a eu une grosse demande de banquiers centraux conservateurs. Ce qui pose problème aujourd'hui, parce qu'on sent bien que fondamentalement, le monde a changé et qu'on aurait besoin que ces institutions se transforment, avancent plus vite, mais ce sont des lieux de conservatisme. Donc, d'une certaine manière, il n'y avait pas à attendre de grands changements. Les changements ne peuvent pas se faire d'une manière rapide au sein des banques centrales. La Banque centrale raisonne nécessairement à l'intérieur du mandat qui est défini dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et donc, c'est toujours dans ce cadre étroit qu'elle raisonne et qu'elle avance. Alors, cela étant, Christophe l'a rappelé, hein, ce n'est que la deuxième révision stratégique en l'espace de 20 ans, mais la Banque centrale s'est engagée là, dans cette nouvelle stratégie à revoir sa stratégie plus régulièrement. Donc, ça veut dire qu'elle sera peut-être à l'avenir un petit peu moins conservatrice qu'elle ne l'a été. Ça ouvre peut-être une ère un peu moins conservatrice. Donc, je viens de le dire, en fait, pas de grand changement à attendre au niveau de son objectif principal, puisque précisément, ça, c'est défini dans son mandat. Donc, il n'y avait absolument pas à attendre que la Banque centrale ne s'attache plus autant qu'aujourd'hui à la stabilité des prix. Ça reste son objectif principal. En revanche, elle avait plus de latitude sur la façon de définir la cible à partir de laquelle elle atteint son objectif de stabilité des prix. Donc, c'est cette fameuse cible d'inflation. Alors, pour le profane, passer d'une cible d'inflation inférieure à, mais proche de 2%, à une cible de 2% symétrique, hein, autour de 2%, je pense que ça ne parle pas beaucoup, d'accord ? Mais ça parle beaucoup plus évidemment aux banques centrales et puis aux économistes que nous sommes intéressés par ces questions-là. Donc, qu'est-ce que ça signifie là ? Ça signifie que la Banque centrale va pouvoir s'écarter un petit peu à la hausse ou à la baisse de son objectif d'inflation. D'accord ? Alors, bien sûr, ce qu'elle met dans sa déclaration, c'est que ces écarts sont tout à fait indésirables. D'accord ? Elle l'écrit. Hein, elle écrit que les écarts positifs ou négatifs par rapport à l'objectif sont indésirables. Mais en optant en fait pour cette cible symétrique, eh bien, elle s'autorise à s'écarter un peu de sa cible, et ça tombe bien au fond, parce que sa cible, ça fait quand même un petit moment qu'elle ne l'atteint plus, d'accord ? Donc, elle a été très en dessous de sa cible ces dernières années, et on peut dire en fait depuis quasiment la crise financière de 2007-2008, la Banque centrale a été quasi systématiquement, il y a eu des moments où c'était un peu différent, mais en fait quasi systématiquement en dessous de sa cible de 2%.
Et ça veut dire aussi que les banques centrales aujourd'hui, et la Banque centrale européenne en particulier, ont au fond assez peu de prise sur l'inflation. C'est ça que ça nous dit aussi. Hein. Assez peu de prise sur l'inflation, elles sont assez peu capables d'influencer l'évolution des prix au sein d'une zone. Et donc, là, eh bien, la Banque centrale annonce que ces écarts sont indésirables, mais ces écarts vont exister nécessairement, et ça permettra comme ça, je dirais, un peu de préserver sa crédibilité. C'est-à-dire que quand elle sera en dessous de sa cible, ou pourquoi pas aussi au-dessus de sa cible, parce que actuellement pointe quelques tensions inflationnistes, alors non pas parce que ça repart très vite en zone euro, mais parce que ça repart surtout outre-Atlantique et qu'on aura peut-être un peu d'inflation importée. Donc il se peut très bien que dans quelques mois, en fait, la Banque centrale européenne soit un peu au-dessus de sa cible, et le fait d'avoir adopté cet objectif, cette cible symétrique avec des écarts possibles, eh bien, ça permettra finalement de ne pas s'inquiéter des écarts, tout en disant qu'ils sont indésirables. Hein, c'est un petit peu le double discours, mais ça sert, au fond, ça sert à ça. Et ça permettra aussi, Christophe l'a dit, peut-être d'ancrer les anticipations d'inflation à un niveau un peu plus haut, parce que quand on avait une cible inférieure à, mais proche de 2%, je dirais que dans la tête des investisseurs, eh bien, l'objectif, c'était un objectif d'inflation très basse. D'accord ? Là, maintenant, ce n'est plus un objectif d'inflation très basse, c'est en fait un objectif d'inflation autour de 2%. Donc, oui, il va peut-être y avoir un changement d'ancrage des anticipations. Cela étant, même si l'inflation, comme la déflation d'ailleurs, a toujours un aspect autoréalisateur, et c'est pour ça qu'il faut chercher à influencer les anticipations. Il me semble que dans nos économies actuelles, dans des économies très financiarisées, les banques centrales ont un mal fou en fait à influencer l'inflation, parce que précisément la monnaie qui circule surtout dans la sphère financière, et les prix qui augmentent, ce ne sont pas tant en fait les prix des biens et services, ce sont les prix des actifs financiers, ce sont également les prix des biens immobiliers. Or, cette inflation-là, eh bien, elle ne l'appréhende pas, ou pas encore suffisamment. D'où, sans doute, le tout petit pas réalisé par la Banque centrale européenne d'essayer d'intégrer un peu plus l'évolution des prix immobiliers dans sa mesure de l'inflation. Alors moi, je suis quand même assez... je suis pas tellement convaincue par ce point-là, par cette redéfinition de la mesure de l'inflation. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un peu du faux semblant. C'est du faux semblant dans la mesure où c'est pas franchement en intégrant le coût du logement des propriétaires occupants qu'on va intégrer l'évolution des prix immobiliers dans la mesure de l'inflation. Alors, j'entends bien que l'objectif, de toute façon, de la Banque centrale tel qu'il est affiché n'est pas non plus de dire on va prendre en compte l'évolution des prix de l'immobilier. Hein, ce qu'elle dit, c'est on va faire en sorte que la mesure de l'inflation soit une mesure plus pertinente et que ça rende compte davantage du coût de la vie, d'accord, hein, comme le disait Christophe tout à l'heure. Alors, est-ce que on va mieux intégrer ainsi le coût du logement, les prix de l'immobilier? Bon, pas vraiment, parce que au fond,
aujourd'hui déjà, hein, les loyers sont intégrés dans la mesure de l'inflation avec un tout petit poids. Là, le poids avec lequel vont entrer ces loyers imputés, ces loyers imputés donc, qui vont venir modifier cette mesure, on ne le connaît pas, d'accord. Encore une fois, ces loyers imputés, ce n'est vraiment qu'une mesure très, très partielle de l'évolution des prix de l'immobilier. Je redis juste que les loyers, ce qu'on appelle les loyers imputés, ce sont en fait les loyers que paieraient les propriétaires occupants s'ils étaient locataires, d'accord, de leur logement. Donc, ce sont ces loyers-là, des loyers fictifs en quelque sorte, mais on appelle ça des loyers imputés, qui sont pris en compte, en plus des loyers payés effectivement qui sont déjà pris en compte, mais avec un tout petit poids dans la mesure de l'inflation. Donc là, voilà. Bon, est-ce que ça va rendre cette mesure de l'inflation plus pertinente? Enfin, franchement, est-ce que ça va rehausser un peu la métrique de l'inflation? Oui, peut-être un peu. Cela étant, il faut savoir en fait que les cycles de prix immobiliers sont très différents d'un pays de la zone euro à l'autre. D'accord? Et d'ailleurs, ça me fait dire que même si la Banque centrale européenne souhaitait vraiment élargir sa mesure de l'inflation au prix immobilier, même si elle voulait le faire, eh bien, en fait, ça n'aboutirait pas forcément à un résultat extraordinaire parce que si les cycles immobiliers ne sont pas du tout convergents au sein de la zone euro, si ce cycle est très différent en Allemagne et en Espagne. D'accord ? Alors, ils sont différents, peut-être pas au point d'être inversés, mais en tout cas, l'ampleur des évolutions est très différente d'un pays à l'autre. Et donc, ça veut dire, si vous voulez, qu'au final, la moyenne de ces évolutions donnera pas grand-chose. Or, eh bien, c'est une mesure qui sera nécessairement calculée pour l'ensemble de la zone. Moi, il m'a toujours… Ouais. Excuse-moi, mais du coup, je pose un peu la même question tout à l'heure. Mais penses-tu que c'est possible techniquement de tenir compte de cette diversité des situations et dans le cadre d'une politique monétaire européenne commune? C'est une vaste question, mais donne-nous ton sentiment. Alors, il me semble, si tu veux, que ce qui serait intéressant, c'est que le tableau de bord de la Banque centrale permette de bien suivre l'évolution des prix de l'immobilier, l'évolution des prix des actifs financiers. Cela étant, je pense qu'il faut dissocier justement la mesure de l'inflation des biens et services, la mesure de l'évolution des prix immobiliers, la mesure de l'évolution des actifs financiers, avoir un tableau de bord qui définisse ça, alors pas seulement pour la moyenne de la zone bien sûr, mais pour chaque pays, précisément parce qu'au niveau des cycles immobiliers et des cycles financiers, il peut y avoir vraiment des divergences importantes au sein de la zone euro. Et ça me semble beaucoup plus du ressort de l'action macro-prudentielle que du ressort de la politique monétaire. Parce que si après avoir observé des évolutions, des emballements au niveau des prix immobiliers ou des prix des actifs financiers, si la Banque centrale européenne répond à ça avec une variation de son taux directeur et donc une variation pour la moyenne de la zone et qui s'applique à tous de la même façon, elle ne corrigera pas les divergences au sein de la zone. Elle ne corrigera pas les situations individuelles, les situations nationales. Alors que si justement elle combine sa politique monétaire avec une action macro-prudentielle de régulation de régulation des cycles immobiliers, des cycles financiers calibrés par pays, si elle combine ça à sa politique monétaire unique, eh bien là, elle peut agir davantage sur les cycles financiers, les cycles immobiliers. On n'est pas du tout dans ce type de, on n'est pas du tout dans ce type de proposition dans cette
avec cette révision stratégique. Hein. Alors, la Banque centrale, de toute façon, révisait sa politique monétaire. Donc, elle n'était pas censée nous parler de politique macro-prudentielle ou même de supervision prudentielle avec les volets micro et macro. Donc, il ne s'agit pas de lui en faire le reproche, mais en tout cas, le fait d'intégrer comme ça, petitement, hein, les loyers imputés dans la mesure de l'inflation, est-ce que ça va changer grand-chose, à part peut-être rehausser un tout petit peu la métrique de l'inflation, et encore, parce que les évolutions peuvent être divergentes d'un pays à l'autre, je pense que c'est en tout cas pas la bonne façon de suivre les prix immobiliers. Ça nous amène ensuite aux questions plus instrumentales. Est-ce que la Banque centrale là fait preuve d'audace dans la révision de ses instruments? Je disais en préambule, en fait, je crois qu'il n'y a pas d'audace à attendre des banques centrales. Donc, il faut être un peu audacieux pour les banques centrales, c'est-à-dire faire des propositions audacieuses pour que progressivement ça fasse son chemin, mais c'est pas l'audace ne viendra pas d'une décision de la Banque centrale qui se conforme à son mandat. Donc, en fait, c'est en changeant véritablement les mandats des banques centrales qu'on peut obtenir des changements, mais ce n'est pas en attendant que ces changements viennent de la Banque centrale. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit en matière instrumentale? La Banque centrale européenne nous dit, d'ailleurs, alors, c'est un peu ambivalent ce qu'elle nous dit au fond, parce qu'elle reconnaît que son environnement a beaucoup changé. Elle reconnaît que son environnement est très différent de celui qui prévalait lorsque elle a réalisé sa première révision stratégique en 2003, quelques années après être entrée en fonction. Donc, son environnement a beaucoup changé, ses marges de manœuvre se sont réduites, son instrument principal, à savoir ses taux directeurs, donc le taux auquel elle refinance les banques, hein, et le taux auquel elle fait des facilités de dépôt et des facilités de prêt, hein, ça fait le corridor à l'intérieur duquel évolue le taux principal de refinancement. Ça, elle nous dit, eh bien, j'ai moins de marge de manœuvre en la matière, mais ça reste mon instrument principal. Et alors, ce qui est assez malin, je dirais, c'est que elle dit que ça reste son instrument principal. Elle souligne que les marges de manœuvre sont réduites et qu'elle va beaucoup plus souvent que par le passé buter sur le plancher zéro, le plancher zéro, en tout cas le plancher en dessous duquel elle peut difficilement ou elle ne peut plus abaisser son taux directeur. D'accord ? Donc, en fait, elle confirme d'une certaine manière son instrument principal, taux directeur, mais elle nous prévient que ses marges de manœuvre sont réduites et que souvent elle butera sur le plancher. Et donc, qu'est-ce que ça amène ? Ça amène aussitôt à justifier de continuer à utiliser les mesures non conventionnelles qu'elle a utilisées pour faire face à la crise financière hier et à la crise sanitaire aujourd'hui. Ça veut dire que tout ce qui est refinancement très accommodant, avec des refinancements de long terme à des conditions très avantageuses, le guidage prospectif des anticipations et bien sûr les achats d'actifs, et en particulier les achats d'actifs publics, eh bien tout ça, ça entre définitivement dans la boîte à outils de la Banque centrale européenne. Et pour le dire court, eh bien, c'est une façon de nous dire très clairement que ce qu'on a considéré jusqu'ici comme du non conventionnel devient du conventionnel. Donc, on se doutait que ce serait installé dans le paysage pour assez longtemps. Là, c'est en quelque sorte définitivement acté. Est-ce que, parce qu'il y a des débats quand même pas mal sur le sujet, est-ce que la Banque centrale s'inquiète des effets que vont avoir ces opérations
donc de refinancement à plus long terme qui se traduisent par un apport massif de liquidités aux banques et surtout ces opérations d'achat d'actifs qui soutient le prix des actifs, maintient les taux à un niveau bas, même si les taux bas, ça a aussi une dimension structurelle que la Banque centrale européenne rappelle bien. Mais est-ce que la Banque centrale européenne s'inquiète des effets de cela pour la stabilité financière? Eh bien, là aussi, elle est assez sibylline, je trouve, dans sa communication, bien qu'elle dise vouloir s'exprimer de manière de plus en plus claire au grand public. Elle est assez sibylline, pourquoi? Parce que, en fait, à aucun moment, bien entendu, elle évoque de front les conséquences négatives que ces achats d'actifs, que ces apports massifs de liquidités qui vont devoir se poursuivre longtemps, que tout ça va avoir sur la stabilité financière. Mais, Christophe l'a rappelé, elle indique quand même que dans sa batterie d'indicateurs, dans les piliers d'indicateurs sur lesquels elle appuie sa décision, eh bien, elle va continuer de considérer ces indicateurs économiques, continuer de considérer des indicateurs monétaires et suivre de très près des indicateurs macro-financiers. Alors, indicateurs macro-financiers, ça nous renvoie un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir suivi des prix des actifs financiers, suivi des prix de l'immobilier. Et donc, c'est une façon assez habile de nous dire que bon, c'est sous surveillance et que s'il y a des tensions financières, la Banque centrale parviendra sans doute à les déceler à temps. Hein. Enfin, moi, je le lis comme ça, mais peut-être que je le lis un peu trop positivement au fond. On demandera à Christophe tout à l'heure son avis. Mais alors, Isabelle, comme le temps passe, peut-être un mot sur le climat. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, nous… rapidement pour laisser quelques minutes, ouais. Même s'il n'y a pas beaucoup de questions aujourd'hui, mais je voudrais quand même que Christophe puisse réagir. Donc, oui, sur le climat. Et puis, on reviendra peut-être sur la stabilité financière, parce qu'il y a quand même là il y a quand même un changement de doctrine important dont on ne prend peut-être pas encore suffisamment la mesure. Alors, est-ce que c'est simplement de la com ou bien est-ce que c'est quelque chose de plus sincère? On en discutera. Sur le volet climat, nous, évidemment, côté Veblen, on attendait ça avec impatience. Et pour nous, c'était sans doute l'aspect le plus attendu de cette révision stratégique. Bon, est-ce que on peut être heureux de ce qui est annoncé? Alors, je pense qu'il y a vraiment plusieurs façons de lire tout ça. On peut voir le verre à moitié plein, on peut voir le verre à moitié vide. Il y a deux aspects plutôt positifs. Les deux aspects plutôt positifs, c'est que dans son engagement à tenir compte désormais du risque climatique, d'accord, des questions liées au changement climatique, pour reprendre les éléments de langage de la Banque centrale européenne, dans sa stratégie de politique monétaire. Dans cet engagement-là, on sent bien, à travers ce qui est écrit, que la Banque centrale met derrière elle le principe de neutralité monétaire. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que, a priori, il y aura quand même plus autant de divergences, de discussions au sein du Conseil des gouverneurs quant à la question climatique. Parce que pour rappeler un peu les choses, il y a encore quelques années, voire même quelques mois, eh bien, le principe qui était mis en avant, c'était que la Banque centrale ne devait surtout pas déformer la structure du marché et que, notamment dans les titres acceptés en collatéraux ou dans ses achats de titres, elle devait reproduire en fait cette structure de marché. Et donc, ne surtout pas se montrer sélective d'une quelconque manière. Bon, en fait, ce principe de neutralité, il s'est étiolé de lui-même, notamment avec les achats d'actifs, puisque de fait, la Banque centrale européenne s'est montrée sélective en achetant surtout des achats de titres publics. Donc, l'argument de non-sélectivité, il était de moins en moins recevable.
Et puis surtout, eh bien, ce qui a été mis en avant au niveau de ces achats de titres privés par un grand nombre d'ONG qui s'intéressent à la question du climat et qui essaient de promouvoir la transition écologique, c'est que en reproduisant le marché, eh bien, la Banque centrale va en fait va à l'encontre, va à l'encontre de la transition climatique, parce que ça va l'amener à détenir des actifs carbonés, à détenir beaucoup plus d'actifs carbonés que d'actifs verts. Autrement dit, elle reproduit le biais carboné, le biais fossile du marché. Donc, tous les biais du marché allant à l'encontre de la transition écologique, si la Banque centrale applique son principe de neutralité monétaire, elle les reproduit. Et si elle reproduit ces biais, alors elle va à l'encontre de l'objectif de neutralité climatique que s'est fixé l'Union européenne, alors même que son mandat lui commande d'accompagner les objectifs de l'Union européenne. Donc, de toute façon, ce principe de neutralité monétaire, il avait fait long feu. Là, dans sa feuille de route climatique, la Banque centrale indique qu'elle analysera les biais de répartition du marché. C'est une façon de dire que c'en est fini du principe de neutralité. Ce n'est pas dit aussi clairement que ça, mais je pense qu'on peut l'interpréter comme ça. Deuxième aspect positif, elle va appuyer cette prise en compte des questions liées au changement climatique sur des exigences de reporting. Ce qui veut dire que elle va au fond accompagner le mouvement qui est déjà engagé, qui consiste à exiger des entreprises émettrices, ainsi que des banques, et bientôt aussi d'ailleurs ainsi que des banques centrales, eh bien, de publier des informations sur leur stratégie bas carbone, de publier leur empreinte carbone. Donc, elle appuie ce mouvement-là, donc tout ça, c'est positif. Donc, ce sont les deux aspects, je dirais, les deux aspects positifs. Après, qu'est-ce qu'il y a concrètement qu'est-ce qui va verdir vraiment dans ce volet vert, je dirais, de la révision stratégique. Ce qui va verdir, ce sont surtout les données, d'accord. La Banque centrale va essayer de publier, de construire plus de données en lien avec le changement climatique. Donc, ce sont les données, ce sont les indicateurs qui vont verdir, les stress tests aussi qu'elle utilise qui vont verdir, et elle va s'appliquer à elle-même d'ailleurs un stress test contenant ces aspects de changement climatique. Donc ça, oui, ça va verdir. Au niveau des opérations, qu'est-ce qui va verdir ? Un petit peu les collatéraux, mais simplement à travers l'appui de ces exigences de reporting. C'est-à-dire que dans les garanties que la Banque centrale prend pour refinancer les banques, eh bien, ces garanties devront être des titres émis par des entreprises qui se seront pliées aux exigences de reporting. D'accord ? Exigences qui existent déjà, au fond, donc pas gros changement, en tout cas qui sont en train de s'installer au niveau européen. Et puis, ce qui va changer aussi, c'est son portefeuille de titres privés, c'est-à-dire dans ses achats de titres privés, là aussi, eh bien, la Banque centrale va privilégier, en tout cas, normalement, ne prendra que des titres émis par des entreprises qui se seront pliées à ces exigences de reporting. Après, si les entreprises ne le font pas, si elles ne se plient pas à ces exigences-là, est-ce qu'elle exclura ces titres ? Elle ne l'écrit pas, ça, on ne le sait pas. Donc, la contrainte n'est pas très forte, c'est déjà c'est un aspect à souligner. Et puis surtout, au fond, il y a quand même deux aspects qui sont, je dirais, deux grosses limites. C'est que le verdissement ne porte pas sur les opérations principales de la politique monétaire. Quelles sont les opérations principales ? Bien, c'est le refinancement apporté aux banques à travers les opérations de LTRO, de TLTRO,
ces opérations-là ne vont pas verdir. Alors certes, il y a le verdissement des collatéraux, mais ça ne nous dit rien de ce qui va se passer au niveau des volumes et des prix des refinancements. Ça va pas changer. Et puis, quand on dit que le programme d'achat d'actifs verdit, bien, je pense qu'il faut aussitôt souligner que ce qui verdit, c'est la partie achat de titres privés. Or ça, en fait, c'est une toute petite part des achats d'actifs de la Banque centrale. Ce qu'achète la Banque centrale, essentiellement, ce sont des titres publics. Et à ce niveau-là, eh bien, absolument rien n'est fait. Nous, dans le cadre des travaux qu'on a menés à Veblen, eh bien, on avait fait preuve d'un peu plus d'imagination. Et beaucoup de gens ont plus d'imagination que cela. D'accord ? Et donc, par exemple, il n'est pas du tout question dans cette révision stratégique de faire un green QE en se coordonnant avec les trésors qui pourraient réaliser des emprunts pour financer spécifiquement des programmes d'investissement dans la transition écologique, et la Banque centrale interviendrait pour racheter ces titres. Alors, vous me direz, oui, mais bon, dans les plans de relance, il y a un volet écologique, et au fond, quand la Banque centrale rachète les titres publics, eh bien, elle fait déjà finalement un petit peu de green QE. Ah, oui, mais en fait, les plans de relance ont un petit volet écologique. Donc là, il s'agirait vraiment de faire du green QE sur des programmes entiers d'investissement dans la transition écologique. On n'en est vraiment pas là. Et puis, même d'ailleurs sans green QE, on pouvait imaginer que les conditions de refinancement des banques verdissent bien davantage au-delà des collatéraux. Et ça, c'est pas dans le programme. Donc voilà, le verre à moitié plein, c'est la fin de la neutralité monétaire et le fait d'appuyer les exigences de reporting. Le verre à moitié vide, c'est que on n'est vraiment pas en fait dans le verdissement des opérations au cœur de la politique monétaire. Et puis ce que j'ai pas mentionné non plus, mais ça, il me semble que tout le monde en a pris conscience, c'est que il y a un calendrier qui vraiment étale cette petite couche de verre pendant 4 ans. D'accord ? Et c'est pas comme s'il y avait urgence écologique. Hein. Donc, voilà, ça, c'est côté point plus insatisfaisant. Bon, je partage évidemment ton constat, ton insatisfaction avec le résultat concret sur ces volets-là. Mais alors, mais plus largement, si on revenait, globalement, ce qui se dégage là, c'est quand même un plaidoyer pour davantage de mesures fines pour pouvoir à la fois tenir compte des variations géographiques au sein de la zone, mais aussi la politique climatique. Une politique monétaire climatique, elle est justement ciblée. Ces ciblages commencent à émerger. Je pense qu'il est parfaitement légitime puisqu'il est de fait coordonné avec les objectifs de l'Union européenne. En tout cas, la BCE pourrait faire davantage, bien plus dans le cadre de son mandat actuel. Mais alors, Christophe, que penses-tu que pensez-vous, puisqu'on se voit, que pensez-vous de cette possibilité technique d'avoir des mesures différenciées? Donc, Isabelle a parlé stabilité des prix, au sens des prix de la consommation, le coût du logement et les actifs financiers. En plus, il faudrait déployer ça pays par pays quelque part, puisque les cycles ne sont pas les mêmes. Donc, ça fait une gouvernance complexe. En même temps, sur le macro-prudentiel, je veux dire, ça existe quelque part déjà, puisque les pays, le macro-prudentiel relève un peu des autorités des banques centrales nationales, membres de l'eurosystème. Donc, elles pourraient faire davantage. Bon, elles ne le font pas par hasard, mais est-ce que vous voyez une façon une conception technique d'un ciblage beaucoup plus fin à la fois des différentes catégories des prix, et donc
de pays aussi, puisque la zone souffre de ses maux initiaux qui sont là depuis le début. Un mot Oui, peut-être là-dessus, je pense, et si vous voulez commenter ce qu'a dit Jezabel, et ensuite on va conclure, on peut dépasser un tout petit peu, mais pas beaucoup. Je vois qu'il y a… Alors là, il y a une question, j'ajoute une question tout de suite. Pensez-vous que l'objectif de 2% va pousser la Commission européenne et le Conseil à relâcher sa pression sur la modération salariale? On n'a pas parlé des salaires, mais c'est certes que le fondamental qui est sur la pression, sur la modération salariale, comme on dit, ils n'ont pas changé ces fondamentaux. C'est toujours la mondialisation, la faiblesse des négociations collectives, etc. Donc, je ne vois pas… Mais j'ajoute ça au bagage des questions. Et puis la question de la gouvernance aussi, je pense. Il faut vraiment qu'on en dise un mot. Sur la gouvernance, oui. Sur l'assise démocratique et la gouvernance de la Banque centrale. En 10 minutes max, Christophe. Ok, ça marche. Je vais essayer de faire assez synthétique. Non, mais effectivement, enfin, ce que j'ai souligné sur la question de l'hétérogénéité dans la mesure juste de l'inflation sur le prix des biens, Isabelle l'a souligné avec plus de force, enfin, parce que ces hétérogénéités sont encore plus criantes sur la question des dynamiques des marchés immobiliers. Donc, oui, la BCE est assez silencieuse là-dessus. Alors, on comprend qu'effectivement, c'est quand même une question assez complexe parce qu'elle est censée être une politique monétaire commune unique et d'une certaine façon ne pas faire de différenciation entre pays. Donc, il n'est pas nécessairement dans son mandat strict, son objectif premier n'est pas de favoriser la convergence. Pour autant, en fait, un des points, et peut-être un des points aussi qui manque un peu dans cette réflexion, qui est que partiel, c'est que effectivement le mandat, voilà, ce que disait Isabelle, c'est qu'on ne peut pas attendre d'audace parce que en fait l'audace, elle viendrait principalement d'une modification du mandat, et ça, c'est pas dans les mains de la Banque centrale européenne. Mais ce mandat dit il y a un objectif premier, la stabilité des prix, puis il y a un objectif, des objectifs secondaires qui sont définis de façon assez floue et dans lesquels potentiellement on peut effectivement retrouver ces questions d'une croissance équilibrée, du plein emploi. Donc, est-ce que c'est par ces biais-là que l'on peut considérer les questions d'une croissance un peu plus équilibrée, plus harmonisée ou convergente entre les pays de la zone euro? C'est un point. Donc, en fait, elle est totalement silencieuse sur la deuxième partie, sur le deuxième élément du mandat, si ce n'est sur les questions un peu climatiques qui peuvent entrer un peu dans les objectifs, accompagner les objectifs généraux de l'Union européenne. Mais il y a des tas d'autres dimensions, donc la dimension un peu hétérogénéité, plein emploi, comme on fait pour aujourd'hui atteindre le plein emploi, et ce n'est pas totalement incompatible avec l'objectif de stabilité des prix, c'est même probablement deux choses qui sont assez liées. Donc, je suis partagé dans le sens où, effectivement, je pense que c'est une question fondamentale, la question de l'hétérogénéité, des cycles de prix financiers, où l'hétérogénéité, les divergences et les déséquilibres macroéconomiques. La question de savoir comment la BCE peut concrètement modifier le cadre de sa politique monétaire, c'est quand même être sûr qu'on a un outil efficace pour le faire, c'est probablement être un peu plus aléatoire ou moins évident à définir, quoi. Donc, bon, peut-être est-ce qu'on peut lui reprocher de ne pas s'engager sur des terrains sur lesquels finalement sa prise est peut-être limitée? C'est un peu la question que je me pose, quoi. Donc, il me semble que c'est un problème important. Est-ce que la BCE a totalement les outils pour le faire? Bon, il y a des petits mécanismes qui peuvent être évoqués, mais c'est assez compliqué. Je pense que plus fondamentalement, ce que ça peut en fait appeler, qui est un autre point compliqué dans cette revue, qui ne vaut pas que pour finalement ces questions de convergence, c'est la question de la coordination. Et en fait, Isabelle l'a dit à un moment donné, c'est-à-dire que ce qu'on voit ces dernières années, c'est que la Banque centrale européenne a assez peu de prise sur son objectif de stabilité des prix, sur sa capacité à atteindre les 2%. Pourtant, on ne peut pas lui reprocher d'avoir été inactive. Elle a acheté beaucoup d'actifs, elle a baissé ses taux d'intérêt au plus bas probablement qu'elle pouvait le faire. Donc, la politique monétaire a essayé de faire beaucoup dans les instruments qui étaient à sa disposition, et pour autant, on n'arrive toujours pas à atteindre ces 2%. Alors, pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'effectivement, la stabilité des prix, mais comme les questions probablement de convergence, tout ça nécessite une forte coordination avec d'autres acteurs.
Isabelle l'a dit pour l'outil macro-prudentiel, mais ça vaut aussi avec la politique budgétaire. Or, ça, dans le traité, c'est quelque chose qui est fortement contraint. Et évidemment, c'est quelque chose qui pose problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je ne vois pas comment on peut atteindre tout un ensemble d'objectifs, mais y compris le premier, en fait, la stabilité des prix, sans avoir un minimum de coordination avec les autres acteurs. Les autres acteurs, ce sont les autorités budgétaires et les autorités de surveillance prudentielle, macro et micro-prudentielle. Tout ça, évidemment, la Banque centrale est assez mal à l'aise pour évoquer cette coordination de façon explicite parce que, évidemment, ça pourrait être un frein à l'indépendance. Alors, elle est mal à l'aise, je pense, parce qu'elle est très attachée à son indépendance. D'accord. Elle est mal à l'aise parce qu'effectivement, elle essaye d'être dans la limite du respect du traité, et le traité dit qu'elle est indépendante. Mais évidemment, aujourd'hui, quand on dit que le monde a changé, je pense que le monde a changé aussi parce que cette indépendance, alors, elle doit être un peu revisitée. C'est-à-dire que la Banque centrale, elle doit nécessairement, à un moment donné, se coordonner avec ses différents acteurs. D'accord. Et ça participe aussi probablement de ça participerait aussi probablement de sa légitimité démocratique. Donc j'essaye d'un peu tout raccrocher, mais parce que je pense que fondamentalement, Oui. tout est lié. Cette capacité à atteindre un certain nombre d'objectifs, y compris le premier qui est la stabilité des prix, mais on sait que ce n'est pas suffisant. La stabilité financière est aussi un objectif important et il y a des divergences. Ça nécessite beaucoup de coordination. Et cette coordination, de fait, elle est silencieuse sur cette dimension-là, alors que, évidemment, c'est un facteur clé dans ce monde qui a changé. Et cette coordination, de fait, pose la question de l'indépendance et de l'assise démocratique. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, sur la gouvernance et sur le climat, encore une fois, c'est pas du tout ça. Je pense que voilà, on peut se satisfaire. Alors, j'entends le verre à moitié vide, à moitié plein, effectivement, mais des avancées qui sont faites sur cette question-là. Mais les objectifs, ils sont bien plus larges. Enfin, et donc, du coup, c'est potentiellement comment aujourd'hui, on met la politique monétaire et la Banque centrale un peu au cœur d'un ensemble de questions, qui sont les questions climatiques, évidemment, mais qui sont les questions de chômage, de convergence entre les pays européens, de capacité de plein emploi, de santé, parce que la santé, c'est fondamental, c'est lié au climat, mais il y a d'autres dimensions de la santé. Enfin, et tout ça, la Banque centrale peut être un acteur du jeu de politique économique avec d'autres et dans lequel elle a besoin de se coordonner et d'assises démocratiques pour prendre les décisions. Et donc, mon sens, ce n'est pas du tout de critiquer la capacité à tenir compte des enjeux climatiques. J'entends bien qu'il y a eu des avancées de la Commission européenne, mais il y a d'autres éléments dans le mandat qui nécessiteraient potentiellement aussi des discussions. Et tout ça, ce qu'a dit Isabelle aussi, c'est qu'il y a une remise en cause de la neutralité de marché. Ça veut dire que de fait, il y a un caractère redistributif qui s'opère. Et donc, effectivement, si on dit c'est pas mal parce que la Banque centrale abandonne la neutralité de marché, et donc elle va essayer de verdir un peu sa politique monétaire. Mais si elle ne le fait pas assez, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, dans un des commentaires, il y avait effectivement le fait que la Banque centrale fait des auditions auprès du Parlement européen. Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe après ces auditions? Il se passe, voilà, qu'est-ce qui peut ressortir des auditions? Je peux en parler d'autant plus librement parce que le Parlement européen commande un panel d'experts qui va alimenter finalement les débats quand il y a les auditions de la Banque centrale européenne. Mais une fois qu'il y a les auditions… Puisque tu poses la question, très concrètement, ce qui ressort de ces auditions publiques, c'est qu'au Parlement, pas les auditions d'experts, mais les auditions de la BCE par les eurodéputés, ce qui sort, c'est une résolution du Parlement européen dans laquelle vous allez trouver ce que pense le Parlement des objectifs, etc. Oui. Donc, c'est quand même un élément de la coordination, je veux dire, un élément de légitimité démocratique. Et ensuite, oui. Ensuite, vous demandez qu'est-ce qui se passe après. Ce qui se passe, c'est que justement, il y a une révision stratégique où elle dit que oui, on va cibler les actifs financiers. Bon, on peut critiquer tout ça, mais en tout cas, pour moi, c'est que la coordination elle s'est faite un peu. Ouais, non, j'entends bien et effectivement, ça marque des points. Mais si elle ne l'avait pas fait, qu'est-ce qui se serait passé? C'est-à-dire que si elle avait été encore plus timide ou, voilà, Isabelle dit peut-être qu'elle pourrait aller plus loin. Mais du coup, comment est-ce que finalement on oriente sa capacité à trouver le bon degré? D'accord. Donc oui, il y a un pas qui est fait, mais potentiellement il y a d'autres éléments sur lesquels il y a besoin de coordination et d'assises démocratiques. Les achats d'actifs, la politique d'achat d'actifs privés, c'est quelque chose qui n'est pas forcément neutre, mais au niveau des États, c'est pas non plus forcément neutre. Il y a des implications, et donc ça,
voilà, je pense que c'est ma critique dans le sens, c'est comment on fait pour améliorer plus globalement la gouvernance. Alors évidemment, je pense bien que c'est pas, j'attendais pas à ce que la revue stratégique de politique monétaire soit l'occasion d'aborder une question de gouvernance dans lequel potentiellement on mettrait une pierre dans le jardin de l'indépendance de la Banque centrale européenne. Je n'avais pas du tout d'attente sur ce sujet-là, mais évidemment aujourd'hui, l'environnement monétaire, l'environnement financier pose tout un tas de questions. Alors voilà, effectivement, je pense que vous avez raison de dire il y a quelque chose de positif. Il y a eu une audition, il y a eu du coup une action du Parlement qui a été prise en compte par la Banque centrale européenne. Mais j'ai presque envie de dire, est-ce que c'est pas par chance, quoi, parce qu'on a trouvé peut-être une oreille attentive à ces questions-là aujourd'hui au sein du Conseil des gouverneurs et que le Parlement a fait son travail. Hein. C'est pas le Parlement qu'on va critiquer ici. Au contraire, c'est comment est-ce qu'on peut renforcer du coup ce lien entre la Banque centrale et le Parlement et l'inscrire de façon plus durable et pas peut-être par un coup de chance. Alors peut-être que je suis pessimiste et que ça ne sera pas un coup de chance, qu'il y aura peut-être d'autres actions par lesquelles le Parlement pourra influencer un certain nombre de décisions et d'orientations stratégiques de la politique monétaire. Donc du coup, voilà, si je mets un peu d'eau dans mon vin, je vois l'avancée. Mais j'aimerais que finalement cette avancée, elle soit inscrite, quoi, qu'il y ait probablement plus d'éléments dans la capacité du Parlement à influencer plus durablement et peut-être sur des tas d'autres aspects tout aussi fondamentaux. Le climat en est un, il n'y a aucun doute, mais ce n'est pas le seul. Et potentiellement, voilà, là, est-ce que c'est une bonne conjonction de facteurs ou est-ce que c'est peut-être le développement d'une nouvelle forme de coopération. J'espère que ça sera le cas, mais j'en suis pas convaincu. Enfin, j'en suis pas. Il n'y a rien qui me dit que je peux en être persuadé. Merci, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. Sauf Jésabel, si tu veux avoir un tout dernier mot ou il n'y a pas besoin. Sinon, bah si, enfin, mais non, mais j'aurais bien poursuivi la discussion, mais on peut pas on peut pas prendre 5 minutes de plus. Au fond, qui nous empêche? Tu veux réagir, si tu veux réagir rapidement, vas-y, mais en 2 minutes. En 2 minutes, bon, c'est compliqué, Oui. mais je pense que la question de la coordination, c'est en effet quelque chose d'essentiel. Hein. Christophe l'a dit, pour la stabilité des prix, il faut une coordination sans doute plus forte entre politique monétaire et politique budgétaire. On pourra, on peut se féliciter quand même du fait que, au moins avec la crise sanitaire, cette coordination a été obligée. Donc ça, c'est un pas. C'est plutôt un pas en avant, mais cette coordination, il va falloir la pousser davantage. Donc, on a besoin de cette coordination-là je dirais que pour arriver aussi sans doute à une plus grande stabilité des prix, une plus grande stabilité économique, ce qu'il faudrait aussi, et ça c'est évidemment complètement en dehors de cette révision stratégique, c'est arriver à faire circuler la monnaie au bon endroit. D'accord. Or, toute la monnaie mise à la disposition, enfin, toute la monnaie créée par la Banque centrale, c'est une monnaie qui est mise à la disposition des banques, à la disposition des marchés, qui profite en fait, à court terme en tout cas, essentiellement à la sphère financière, qui a des effets distributifs dont on ne discute pas suffisamment, qui contribuent pas mal à accroître les inégalités au moins de patrimoine. Et donc, voilà, ça pose une vraie question. Ça pose la question de savoir comment est-ce qu'on remet la monnaie au service du bien commun. On en parle à Veblen de ça aussi. Hein. On a eu tout un cycle de table ronde sur une note consacrée à ce sujet-là. Et ça, eh bien, ça aurait pu, par exemple, conduire la Banque centrale dans ses nouveaux choix, dans ses choix instrumentaux, à considérer la monnaie hélicoptère. Bon, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que la monnaie hélicoptère, ça permettrait justement de distribuer directement la monnaie centrale aux ménages, aux entreprises. Ça aurait des effets distributifs bien plus positifs que ce qu'est là aujourd'hui. L'autre point de coordination aussi qu'on a souligné, c'est une coordination nécessaire entre politique monétaire et politique macroprudentielle pour la stabilité financière. Et ça implique en fait de faire jouer ensemble plusieurs instruments, le taux d'intérêt, mais aussi des instruments macroprudentiels. Et on voit bien les limites, au fond, qu'il y a
à réviser la politique monétaire en la déconnectant des autres leviers de politique économique avec lesquels elle doit être connectée fortement, elle doit être coordonnée. Donc, en fait, ce qu'il faut penser, c'est vraiment l'articulation politique monétaire, politique budgétaire, politique macro-prudentielle, et ça, on n'y est pas. Et on n'a pas eu le temps beaucoup de parler de la question centrale, pourtant essentielle, la question de l'indépendance, la question de l'assise démocratique de la Banque centrale. C'est vrai de toutes les banques centrales. Elles ont pris, depuis la crise financière, une importance démentielle. Or, ce sont des institutions indépendantes. Alors, certains disent, oui, mais en fait, cette indépendance, elle est un peu factice. La Fed est une créature du Congrès et de toute façon, elles doivent rendre des comptes, etc. Mais il y a quand même une question à se poser là sur finalement ce manque d'assises démocratiques. Et on l'a dit à demi-mot tout à l'heure, pour que finalement, notamment pour verdir beaucoup plus, eh bien, on va avoir besoin de pousser la coordination avec entre Banque centrale et Trésor. Pour faire un green QE, en fait, il faudrait une coordination très très forte entre les deux. Et si on pousse très loin la coordination, eh bien, on bute sur l'indépendance, on est obligé de faire sauter le verrou de l'indépendance. C'est cette question-là, fondamentalement, qui se pose, c'est la question de l'indépendance, de la gouvernance des banques centrales. Et ça, bien sûr, c'est pas une question que la Banque centrale peut aborder elle-même, c'est une question que les parlementaires doivent aborder, que la société doit aborder. J'arrête. Merci Joël. Alors là, on va. Merci beaucoup. Bon, là, à la fin, tu as ouvert beaucoup de sujets. Et Dieu sait que Veblen est là pour ouvrir les portes vers l'avenir. Je dirais tout simplement que le concept même des coordinations présuppose des acteurs autonomes. Hein. Donc, et le problème, on pourrait peut-être consacrer quelques séances à l'indépendance des banques centrales à l'automne, parce que je suis ce débat depuis très longtemps. Ce qui est frappant, c'est que ceux qui dénoncent l'indépendance n'ont pas des modèles de dépendance, n'ont pas des modèles à proposer. Ça veut dire que ce modèle n'existait pas aujourd'hui. On ne sait pas exactement en quoi consisterait. Est-ce que c'est les élus, les eurodéputés qui siégeraient au Conseil? Est-ce que ce serait les membres d'État, les chefs d'État qui siégeraient? Donc, le modèle de dépendance n'existait pas. En tout cas, il n'est pas très clair. En tout cas, il y a des propositions dans un article de la Revue française d'économie, qui doit être de 2019, de Christophe Blo, je crois, qui discute de l'indépendance et qui fait un premier élément de débat sur ce point. Alors, transmettez-le, s'il vous plaît, comme ça, on va je vais dire et puis, c'est dur quand même, Wojtek. En tout cas, du coup, on pourrait faire une séance à l'automne sur ça. Mais bon, aujourd'hui, on va clore. Bon, la révision, bon, là, une étape se ferme, mais de toute façon, l'implémentation sera longue et dure, donc on va la suivre chez Veblen. Et de toute façon, personnellement, le message le plus optimiste, c'était tout au début quand Christine Lagarde a dit que la prochaine révision sera en 2025. C'est-à-dire qu'elle a tout de suite compris qu'on ne pouvait plus continuer comme avant. Donc, c'est-à-dire que ça fait partie de… Bon, c'est pas encore itératif et aussi dynamique qu'on souhaiterait, mais en tout cas, l'idée que la doctrine n'est pas gravée dans le marbre, qu'il faut évoluer vite et un peu actée. Donc, voilà, aujourd'hui, on termine. Et merci encore à vous deux. Merci à tous ceux qui ont écouté et participé. Et bon été. Et puis, bientôt, on se verra pour d'autres séminaires Veblen. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Salut Christophe, merci. Merci, à bientôt. Salut. Ciao.